Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, cet exposé a été préparé par mon collègue Sgaia Chiriki de l'ISARA, Marie-Pierre Eliès-Ouvry de Bordeaux Sciences Agro et moi-même. Donc, c'était Marie-Pierre qui devait faire la présentation d'aujourd'hui et j'ai l'honneur ici de la remplacer. Je vais m'inscrire dans la logique de l'exposé précédent et je vais d'emblée délivrer le message important. Le message important, c'est incertitude des zones d'ombre, donc les petits mots qui sont écrits en sous-titre ici. Cette présentation va être structurée en 5 parties. Dans la première partie, je vais rappeler les principes techniques pour fabriquer ce qu'on appelle la viande de culture. Je vais donc rappeler les principes de fabrication de la viande de culture et donc les spécialistes de la culture de cellules vont me pardonner parce que je vais essayer d'être le plus simple possible. L'idée, c'est de partir d'une biopsie musculaire réalisée sur n'importe quel animal, un bovin, un porc, un poulet, ça peut être votre animal de compagnie, votre chat, votre chien. On récupère ainsi des cellules, soit des cellules souches, soit des myoblastes, les cellules souches qui se transforment en myoblastes, et les myoblastes qui prolifèrent un très grand nombre de fois pour former des myotubes, et ensuite les myotubes grossissent pour faire des fibres musculaires. Et c'est ainsi que le premier steak artificiel, fabriqué en 2013 par le professeur Post, a été produit. On peut également faire des co-cultures à partir de cellules souches pour obtenir des cellules adipeuses et d'autres types cellulaires pour fabriquer par exemple la trame conjonctive du tissu musculaire. Et c'est une stratégie qui est suivie par certaines startups comme la startup Alès Farm qui est une startup israélienne. On peut aussi partir de lignées cellulaires. Dans ce cas-là, on n'a plus besoin de faire de biopsie régulière sur un animal. Et donc, il y a 2 grandes technologies, c'est-à-dire, grosso modo, on a besoin de quelques animaux sur lesquels on fait des biopsies, ou au contraire, on travaille à partir de lignées cellulaires. D'une façon générale, la culture cellulaire est une technique complexe. Évidemment, on ne peut pas incorporer les effets des facteurs d'élevage puisqu'il n'y a plus d'animaux. Les coûts sont encore très élevés, comme on va le voir, et le modèle économique reste à trouver. Évidemment, on ne fait pas ces cultures de cellules dans des boîtes de pétri, mais dans des incubateurs géants, comme sur la photo. Il y a une question qui vient juste après et qui est débattue. Est-ce que c'est vraiment de la viande ? Donc, il y a une idée qui circule qui est de dire, eh bien oui, on fait proliférer des cellules musculaires comme chez un animal, et donc on reproduit simplement un mécanisme naturel dans un bioréacteur. Donc, à la fin, on obtient quelque chose qu'on peut appeler de la viande, mais qui, en réalité, s'apparente à des fibres musculaires. Effectivement, on reproduit peut-être le mécanisme de croissance des cellules musculaires, mais vous savez bien qu'à partir d'une carcasse, ici d'une carcasse de bovin, on récupère des muscles et les muscles doivent maturer. Et donc il y a de nombreux mécanismes biochimiques qui ont lieu durant cette maturation et ça conduit à la viande. Et la maturation n'est pas du tout étudiée par les startups qui travaillent sur la technologie de viande de culture. Donc on ne sait pas si cette maturation se produit et si oui, comment elle se produit. Selon les startups, on peut évidemment corriger ce genre de problème en rajoutant à la fin, dans la mixture de fibres musculaires, tous les micronutriments qui manqueraient, le fer, les vitamines, les acides gras polyinsaturés, etc., pour avoir un produit dont la composition serait la composition de la vraie viande. On peut faire ça, évidemment, mais les nutritionnistes nous disent à juste titre qu'il faut étudier la digestibilité de ces nutriments qui sont rajoutés. Et pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a pas eu d'étude de digestibilité des nutriments pour la viande de culture. On peut aborder la question, est-ce que c'est vraiment de la viande, en interrogeant les consommateurs. Donc je vais vous poser la question, pour vous, est-ce que c'est de la viande ? Levez la main si vous dites oui. Très bien, j'en vois quelques-uns. Et donc, on a interrogé dans des enquêtes, notamment au Brésil, et il y a une courte majorité, environ 51% des Brésiliens qui considèrent que ce n'est pas de la viande, et plus de 55% en Grèce, par exemple. Et je rappellerai ici la législation européenne, les produits alimentaires doivent être correctement étiquetés pour ne pas tromper les consommateurs. Et donc, si les consommateurs estiment en majorité que ce n'est pas de la viande,
sans doute que ce produit doit avoir un étiquetage spécial. Je vais maintenant aborder la deuxième partie de cet exposé concernant la santé du consommateur et la santé de la planète. En ce qui concerne tout d'abord la santé des consommateurs, il y a eu une expertise conduite par la FAO. Et d'ailleurs, la FAO ne parle pas de viande, elle parle d'aliments cellulaires. Il y a une cinquantaine de points de vigilance qui ont été identifiés sur le plan sanitaire, mais la plupart de ces points de vigilance sont communs à tout nouveau produit alimentaire. Donc potentiellement, nous avons les méthodes et les moyens de résoudre ces points de vigilance, à l'exception de quelques-uns. Donc sur cette diapositive, vous avez en première ligne les dangers potentiels pour les 4 étapes du processus de production: la sélection des cellules, la production, c'est-à-dire la prolifération des myoblastes dans les bioréacteurs, la récolte des cellules et ensuite la transformation du produit pour avoir le produit final. Et donc, sur la deuxième ligne, vous avez quelques points de vigilance spécifiques. Par exemple, pour conserver les cellules, il faut des cryoprotecteurs. Donc, on peut se demander s'il va rester des traces de ces cryoprotecteurs dans le produit final. On peut aussi se poser la question s'il va rester des résidus de milieu de culture, puisque les cellules baignent dans ce milieu de culture qui apporte évidemment des acides aminés, des sources d'énergie, des hormones, des facteurs de croissance nécessaires à la prolifération. D'autres se questionnent sur la dérive génétique potentielle des cellules qui vont se multiplier un très grand nombre de fois. Et aussi, les cellules doivent être attachées à un support. Et la question est, quelle est la nature de ce support? Est-il compatible avec l'alimentation humaine? En ce qui concerne la qualité nutritionnelle de ces produits, je vais illustrer ici une publication de synthèse en 2020 par une équipe belge qui a été réactualisée en 2023. Donc, ces chercheurs ont écrit que les aliments cellulaires se distinguent actuellement de la viande par leurs propriétés technologiques, sensorielles et nutritionnelles. Ils ont une couleur pâle en raison de l'absence de myoglobine et une faible teneur en fer. Je n'ai vu qu'une seule étude qui a comparé le poulet de culture avec la vraie viande de poulet. Il y aurait donc des teneurs en protéines comparables, des teneurs en vitamines, en minéraux comparables, le même profil en acides aminés, moins de graisses saturées et moins de cholestérol, mais davantage de sodium dans le poulet de culture. En ce qui concerne les questions environnementales, il y a très peu de publications scientifiques et toutes les publications scientifiques sur ce sujet sont listées au bas de cette diapositive. Pour faire bref, en 2011, il y a eu une étude de l'université d'Oxford qui a donné un clair avantage à la viande cultivée par rapport à la viande bovine notamment. Et cette étude a été contredite en 2015 par une autre étude américaine qui a souligné que la consommation d'énergie pour produire de la viande cultivée serait plus importante que la consommation d'énergie pour produire la viande bovine et a fortiori la viande de poulet et la viande de porc. D'autres études ont fait la distinction entre le méthane qui vient de l'élevage et le CO2 qui vient de ce processus de fabrication de la viande de culture. Bref, pour faire simple, le nombre de publications est restreint, il n'y a pas de consensus scientifique sur ce sujet et en outre, les études sont basées sur des processus de production hypothétiques, c'est-à-dire des modèles, et seules les émissions directes ont été estimées et non pas les émissions indirectes pour fabriquer les bioréacteurs, pour fabriquer le milieu de culture en amont, pour nettoyer les bioréacteurs, etc., etc. Et donc aujourd'hui, les derniers travaux suggèrent que l'impact environnemental en termes de production de gaz à effet de serre de la viande de culture aurait été sous-estimé. En ce qui concerne la biodiversité, si on s'appuie sur cette expertise collective de INRAE, il est dit que les produits industriels sont en général très bons pour diversifier l'offre alimentaire, mais qu'il y a un appauvrissement de la diversité des matières premières agricoles. Donc effectivement, avec la viande de culture,
on peut avoir une diversité des produits, puisqu'on peut produire de la viande de culture à partir de n'importe quelle espèce animale, y compris une espèce exotique, et y compris à partir de votre chien ou de votre chat préféré. Et donc, on peut avoir potentiellement une grande diversité de produits, alors qu'au contraire, si on s'appuie sur des méthodes moins industrielles, on maintient la biodiversité agricole, animale et végétale, et on a potentiellement une diversité de l'offre alimentaire un peu plus faible. Maintenant, je vais aborder dans la partie suivante le positionnement de la viande de culture sur le marché. Si on regarde les investissements, ils n'ont fait qu'augmenter, surtout en 2021, et ils sont effectivement très importants. Et ce sont essentiellement des investissements privés. Si on regarde les pays qui investissent le plus, on trouve surtout les États-Unis, des pays du Moyen-Orient, comme par exemple Israël, et évidemment, il y a quelques pays européens, essentiellement de l'Europe du Nord. Parmi les entreprises, il y a Eat Just qui a obtenu l'autorisation de commercialiser la viande de culture à Singapour en décembre 2020. Et plus récemment, il y a eu 2 entreprises qui ont obtenu l'autorisation de commercialiser leurs produits aux États-Unis. Et encore plus récemment, Alice Farms, une entreprise israélienne pilotée par un Français, a obtenu l'autorisation de commercialiser ses produits en Israël. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 150, 180 entreprises dans le monde qui travaillent sur cette thématique. Et comme je le disais, il y a de plus en plus d'États qui autorisent la viande de culture. Et en France, j'ai repris ici la publicité d'une de nos entreprises françaises qui veut produire de la viande cultivée. Ce serait un crime de ne pas essayer pour la santé, pour la planète, pour les animaux et pour le goût. Et donc, il y a évidemment le conditionnel, ce serait un crime de ne pas essayer. Le Good Food Institute prédit que le marché de la viande de culture va se développer de façon très importante à partir des années 2030, et ce produit pourrait représenter jusqu'à 35% du marché de la viande, alors que la viande conventionnelle va diminuer en part de marché. Et toutes les prévisions économiques de ces cabinets d'experts prédisent effectivement qu'à partir de 2028, on va avoir une augmentation du marché de la viande de culture, essentiellement en Amérique du Nord, mais aussi en Europe et en Asie. Alors, ce qui nous intéresse en tant que scientifiques, c'est de regarder aussi le nombre de publications scientifiques sur ce sujet. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a un petit millier. Donc, pour un sujet aussi médiatisé, c'est quand même pas beaucoup. En revanche, il y a des startups qui se créent tous les jours. Vous avez ici, avec les histogrammes, le nombre de startups créées par an. Il y en a eu beaucoup en 2021, un peu moins en 2022 et un peu moins en 2023. Mais si vous regardez la courbe noire, évidemment, le nombre de startups continue d'augmenter régulièrement, car chaque année, il y en a qui se créent. Quels sont les principaux enjeux pour ce marché, ce nouveau marché? C'est certainement le prix. Pourquoi? Parce que quand on interroge les consommateurs et qu'on leur demande « Êtes-vous prêt à payer plus cher, moins cher ou au contraire le même prix pour la viande de culture comparativement à la viande conventionnelle ?» Il y a moins de 10% qui sont prêts à payer plus cher, essentiellement pour des motivations environnementales ou éthiques. Il y a 30%, 29-30% qui sont prêts à payer le même prix et une forte proportion de consommateurs qui sont prêts à l'acheter, mais en payant moins cher, voire à ne pas l'acheter du tout. Et donc, le prix est vraiment un facteur déterminant pour l'acceptation potentielle de ce produit. Et donc, les coûts de production sont importants pour les entreprises qui travaillent dans ce secteur. Et le Good Food Institute a annoncé qu'il y aurait parité entre le prix de la viande de culture et le prix de la viande conventionnelle en 2032. Donc, il faut préparer vos porte-monnaies, préparez-vous à acheter ce produit. Alors que pour les protéines végétales et les protéines microbiennes,
c'est plus facile d'atteindre la parité avec la viande conventionnelle. Évidemment, le marché ne pourra se développer que si les consommateurs adhèrent et achètent. Et donc, la perception des consommateurs, c'est quelque chose d'important. C'est ce que je vais aborder dans cette partie-là, dans cette nouvelle partie de mon exposé. Et comme vous savez, les consommateurs recherchent la qualité, et donc la qualité d'un produit, c'est l'ensemble des caractéristiques du produit qui lui confèrent l'aptitude à satisfaire les besoins des utilisateurs et des clients. Il faut donc qu'il y ait convergence entre les caractéristiques du produit, les perceptions et les attentes des consommateurs ou des clients. C'est donc un concept, comme vous savez, de convergence, un concept social. Et on peut se poser la question, qui sont les consommateurs ou qui sont les clients? Si vous regardez la filière, donc j'ai pris ici l'exemple de la filière bovine, vous me pardonnerez, on part donc des éleveurs qui ont des critères de performance, de coût de production, qui ne sont pas les attentes finales des consommateurs. Évidemment, ils vendent leurs animaux à des abatteurs, à des transformateurs, qui eux-mêmes vendent à des restaurateurs, à des distributeurs. Et enfin, il y a les consommateurs qui ont différents critères de qualité. Et il y a un glissement du concept de qualité du producteur jusqu'au consommateur. Et donc, il y a une diversité de la notion de qualité, comme vous savez. Et si on remplace toute la partie amont par les biotech, on va retrouver exactement la même problématique, c'est-à-dire que les entreprises de biotech, en termes de critères de qualité, vont s'intéresser évidemment à la rentabilité et au retour sur investissement, mais aussi aux critères de qualité de leurs clients, l'aptitude à la conservation, la praticité, l'instandardisation, etc. Et vous voyez que d'emblée, il y a une confrontation possible avec le monde de l'élevage, et il y a de nombreuses entreprises de viande de culture qui sont clairement soutenues par des lobbies anti-élevage. Pas tout le monde, pas tous, pas toutes, évidemment. Et il y a évidemment une stratégie marketing pour certaines entreprises qui consiste à critiquer l'élevage avec des arguments parfois abusifs. Et évidemment, si on remplace tout ou partie de l'amont par des entreprises de biotech, ça suppose une modification profonde de notre système agroalimentaire, et ça intéresse les sociologues qui se penchent là-dessus. Alors évidemment, la qualité, c'est quelque chose de complexe, et j'ai trouvé une solution simple de la qualité, parce qu'effectivement, comme vous le voyez, il y a plusieurs acteurs. Donc la qualité, c'est comme l'amour, c'est naturel, tout le monde est pour, tout le monde aime ça, tout le monde le fait, et quand ça marche, c'est la faute de l'autre, donc c'est forcément la faute du producteur en amont. Donc, je rappellerai aussi que les qualités ont évolué avec le temps et sont de plus en plus compliquées. Aux qualités intrinsèques se sont rajoutées les qualités extrinsèques qui sont de plus en plus importantes aujourd'hui. Et sur cette diapositive, vous voyez la liste des qualités intrinsèques et la liste des qualités extrinsèques. Donc, en ce qui concerne les qualités intrinsèques, sanitaires, sensorielles, nutritionnelles, il y a beaucoup d'incertitudes concernant la viande de culture, mais il y en a aussi beaucoup sur les qualités environnementales, comme je l'ai expliqué précédemment, et c'est pourtant ça qui est vraiment mis en avant, ainsi que les qualités éthiques. Et pour bien comprendre les motivations des acheteurs potentiels de viande de culture, il faut se poser la question, quelles sont les motivations des acheteurs de viande conventionnelle ? Et il y a eu un numéro spécial dans la revue Meat Science qui a conclu qu'il y avait 3 critères importants dans tous les pays: la sécurité sanitaire, le pouvoir d'achat, donc le prix du produit, comme je l'ai dit précédemment, les qualités gustatives. Et donc ces 3 critères, on les retrouve partout. Et les consommateurs chinois sont très sensibles à ces 3 critères, alors que les consommateurs africains ou d'Europe du Sud ou d'Amérique du Sud rajoutent à ces 3 critères-là d'autres considérations très importantes, comme la culture, la gastronomie, les traditions, l'identité sociale, etc. Et dans les pays de l'Europe de l'Ouest, surtout les consommateurs éduqués, les scientifiques, qui ont un pouvoir d'achat plus important, qui sont plus jeunes,
accordent de l'importance à la sécurité sanitaire, la valeur nutritionnelle, la protection de l'environnement, le bien-être animal, et ce sont des motivations aussi pour consommer les substituts de viande. Et donc, qu'en pensent les consommateurs français? Nous avons conduit une enquête auprès de plus de 5000 consommateurs français, 4500, mais depuis il y en a eu d'autres, et on leur a demandé « Est-ce que vous êtes prêts à goûter de la viande de culture ?» Et je vous pose cette question, levez la main, qui est prêt à goûter? Très bien. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à consommer de la viande de culture toutes les semaines? Levez la main. Donc effectivement, quand on demande aux consommateurs s'ils sont prêts à goûter ou s'ils sont prêts à en consommer régulièrement, on obtient des réponses différentes et les 3/4 des Français ne veulent pas en consommer régulièrement. Et donc les premières enquêtes diligentées par les entreprises du secteur étaient beaucoup plus vagues. La question était, est-ce que vous êtes prêts à manger de la viande de culture sans préciser si c'était goûté ou consommé régulièrement? Et on peut avoir évidemment des conclusions différentes. Les sociologues se sont intéressés aux moteurs des changements dans les habitudes alimentaires et ils ont identifié des moteurs qui sont d'ordre technique et des moteurs d'ordre sociaux ou institutionnels. Évidemment, si vous voulez changer vos habitudes de consommation et manger un peu plus de protéines végétales et un peu moins de protéines animales, c'est facile, parce que vous connaissez les protéines végétales. Si vous voulez acheter des substituts de viande, c'est un peu plus compliqué parce que vous les connaissez un peu moins bien, mais les travaux de ces sociologues ont conclu que les insectes et l'agriculture cellulaire, malheureusement pour ces deux filières, cumulent pas mal d'inconvénients, car il y a beaucoup de progrès techniques à faire et beaucoup de freins sociaux et institutionnels. Ce qui fait dire à une chercheuse australienne que la viande de culture est déjà obsolète, mais à contrario, les entreprises du secteur vont vous proposer des mixtures de protéines animales et végétales où on va mélanger de la viande de culture avec des protéines végétales pour avoir des produits plus appétissants et plus abordables en termes de prix. On peut aussi s'interroger, est-ce que ce produit, c'est une alimentation durable? Vous savez que selon la FAO, l'alimentation durable s'appuie sur 4 piliers. Un pilier nutrition-santé, un pilier environnement, un pilier économique et un pilier socio-culturel. Et d'après ce que j'ai dit jusqu'à présent, il y a énormément d'incertitudes sur les aspects nutrition, santé et environnement. Le prix n'est pas au rendez-vous, mais le sera en 2032. Et pour l'instant, il n'y a pas une acceptation sociale extrêmement forte. La dernière partie de mon exposé concerne la communication et le positionnement politique. D'abord, il y a quelques avis réservés, puisqu'il y a eu une tribune dans Le Monde, signée par plus de 60 scientifiques de tout horizon, intitulée « L'essor de la viande de synthèse repose sur peu de données scientifiques ». Ensuite, il y a eu aussi une commission sénatoriale qui nous recommande d'être vigilants pour mieux encadrer et maîtriser la technologie. Pour les chercheurs du monde académique, c'est vrai que ce qui se passe est assez inattendu. Dans le monde académique, les chercheurs comme moi et comme vous, on a une idée, on écrit un projet. Si le projet est expertisé favorablement, on a de l'argent pour faire notre recherche et ensuite on communique. Là, les startups ont eu une idée, ils ont communiqué sur leur projet, ça a attiré des financements privés, ça permet de faire la recherche, ça alimente la communication, mais les deux groupes que j'ai mentionnés précédemment, la Tribune et puis la commission sénatoriale, plaident pour une expertise transparente par des organismes tiers indépendants pour apprécier ce nouveau produit. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de transparence de la part des startups. Quand on les interroge, on n'a pas beaucoup d'informations. Et c'est vrai que dans le conditionnel, ce serait un crime de ne pas essayer. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, moi, je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes prêts à acheter cette voiture de luxe? Bon, néanmoins, il y a des agences sanitaires qui ont eu accès à des rapports extrêmement détaillés, comme à Singapour, comme aux États-Unis,
qui ont autorisé la commercialisation de ces produits en disant « nous n'avons pas de questions supplémentaires à poser ». Et ils ont eu quelques réserves sur l'utilisation du terme « poulet cultivé ». Et comme je le disais, Israël a autorisé l'entreprise Ales Farms. En ce qui concerne les différents gouvernements, le gouvernement français est plutôt contre et s'interroge sur la dénomination de la viande artificielle. L'Italie en a interdit la production et la commercialisation en novembre. Et il y a 2 États aux États-Unis qui font de même, l'Alabama et puis la Floride. Et vous avez compris que c'est un processus industriel qui est linéaire. Avec des intrants, on fabrique quelque chose, la viande de culture, et tout l'enjeu pour les entreprises, c'est d'optimiser l'efficacité du processus de production. Pour l'agriculture dite intensive, industrielle, c'est un peu pareil, mais comme ça a été expliqué ce matin, l'agroécologie est au contraire basée sur la biocircularité de la matière organique notamment. Et donc, pour le futur des produits carnés, sans doute qu'il y a 2 voies possibles qui ne vont pas s'exclure, l'agroécologie, la biotech, avec non seulement la viande de culture, mais la fermentation de précision, les animaux clonés, etc. Et donc, pour conclure et discuter, j'insiste encore sur les zones d'ombre et le manque de transparence, avec besoin d'une expertise officielle par un tiers indépendant. Comme vous savez, l'élevage ne se limite pas à la production de viande, il y a aussi la production de services, il y a aussi des services culturels, environnementaux, etc. Et tous ces aspects-là ne sont pas du tout abordés dans les discussions avec les entreprises du secteur. Et comme vous savez, il y a d'autres solutions pour produire notre alimentation tout en respectant la santé des consommateurs, les animaux et la planète, la réduction des pertes et gaspillages alimentaires, la consommation de substituts végétaux, l'adoption de régimes alimentaires plus équilibrés et diversifiés. Et il y a beaucoup de chercheurs qui plaident pour comparer la solution viande de culture à ces solutions-là et pas simplement examiner la viande de culture seule comme potentielle solution. Et pour finir, je voudrais remercier tous les collègues avec lesquels nous avons pu discuter de ce sujet, puisqu'il y a eu différents événements qui ont été organisés en France, notamment dans les locaux de l'Académie d'agriculture de France, avec non seulement l'Académie, mais l'Association française de zootechnie, l'Académie vétérinaire et la Société française de nutrition. Et il y a eu un workshop international qui s'est tenu à Lyon le 1er septembre dernier, où toutes ces thématiques ont été discutées. Et je ne fais que rapporter les conclusions de ces groupes d'experts. Je vous remercie. Des questions dans la salle. Bonjour, merci pour cet exposé. Je suis peut-être passée à côté, mais est-ce que vous avez beaucoup de données sur l'impact vrai environnemental, le cycle de carbone, l'impact écologique global avec les... Il y a eu à peu près 5 publications, comme je l'ai dit, qui ont tourné autour de ça. C'est essentiellement des modèles, c'est-à-dire qu'ils ont construit des modèles avec plein d'hypothèses comment ce produit sera fabriqué. Il y a eu une dernière publication avec des données venant de culture de cellules et ils ont montré que la production de gaz à effet de serre était très variable en fonction des conditions de culture. Et très récemment, le Good Food Institute a fait un exposé très détaillé pour expliquer comment réduire à la fois les coûts et l'impact environnemental. Donc, les solutions, c'est quoi? C'est utiliser moins de milieux de culture, c'est de recycler le milieu de culture, c'est d'avoir éventuellement des myoblastes qui fabriquent eux-mêmes les hormones et les facteurs de croissance dont ils ont besoin. Bon, il y a plein de solutions techniques potentielles pour faire ça. Oui, Jean-François, juste un commentaire ou une provocation. Tu nous as dit on va pouvoir remettre de la biodiversité puisqu'on va pouvoir faire des cellules à partir de toutes les espèces. Mais moi, je suis évidemment extrêmement sceptique qu'on pourra différencier la viande issue de ces différentes espèces. Est-ce que finalement le chat aura un goût différent du poulet? Je n'en suis pas sûr.
Non, franchement, je ne sais pas. Néanmoins, les personnes qui sont préoccupées par les questions d'éthique animale et qui ils ont dans le sang finalement l'idée de ne pas tuer un animal pour le manger, seraient, en tout cas c'est ce qu'ils ont déclaré, prêts à consommer de la viande issue de leurs propres cellules en culture et non pas de la viande d'un animal qu'on aurait abattu. Donc on peut pousser très loin le raisonnement. Et il y a effectivement des entreprises qui se positionnent sur des marchés de niche, comme par exemple fabriquer de la viande de culture à partir d'espèces exotiques, je ne sais pas, de l'autruche ou je ne sais pas quoi, un animal éventuellement disparu où on pourrait recréer ces cellules. Bon, il y a plein d'hypothèses là-dessus. Oui, merci de votre exposé. Je m'interrogeais sur la notion le parallèle qu'on pouvait faire avec la notion d'ultra-transformation ou pas. Je veux dire, comment est-ce que la viande de synthèse est-elle perçue dans le moment même où on s'interroge sur la consommation de produits ultra-transformés? Il y a deux réponses. Il y a une première réponse qui est de dire c'est un produit ultra-transformé dans la mesure où ça se passe dans une usine, c'est un produit industriel, et donc on peut produire de la viande de culture dans un bioréacteur sans animal. Ensuite, on rajoute tous les ingrédients qu'on veut, on a la composition qu'on veut, donc c'est un produit ultra-transformé industriel. Il y a un autre raisonnement qui consiste à dire on ne fait pas de manipulation génétique, on reproduit simplement un mécanisme naturel qui a lieu chez l'animal, on le reproduit dans un bioréacteur. Quelle est la différence ? Oui, non mais chacun peut avoir son opinion sur le sujet, mais ce que je voulais souligner, c'est que tous les arguments peuvent être retournés, ou en tout cas présentés d'une façon différente, suivant que l'on est investisseur et dirigeant d'une start-up, ou au contraire qu'on est plutôt sceptique pour d'autres raisons. Et donc, il y a vraiment ces deux arguments-là qui circulent dans la presse, quoi. Et je vous laisse juge de conclure. Oui. Allez, une dernière question. Oui, moi je voulais dire, j'ai beaucoup aimé l'exposé de Marc-André Sellos qui a fait finalement un ode à l'écosystème, l'écologie, remettre l'homme dans la nature. Là, c'est une rupture totale, c'est-à-dire que l'homme se sépare de la nature pour produire de façon totalement artificielle pour consommer. Je trouve que c'est une rupture avec la nature et se séparer de notre planète de façon effrayante. Et quand vous dites il n'y aura pas d'OGM dans les cellules, j'ai tendance à aller à l'extrême, c'est-à-dire que soyons clairs, la cellule qui sera la plus efficiente en termes d'efficacité alimentaire, c'est la cellule humaine, on est d'accord ? Et de la même façon, pourquoi ne pas lui faire produire des molécules d'intérêt, justement, pour être encore plus efficace. Donc là, on va vers une voie qui me semble extrêmement dangereuse. Je comprends tout à fait votre argument. Et évidemment, on peut étayer cet argument, que je comprends complètement. J'allais dire, j'adhère à cet argument. Néanmoins, les partisans de la viande de culture vont vous dire la chose suivante, pour essayer de vous convaincre. Il y a eu dans l'humanité une grande révolution qui a complètement changé notre système agroalimentaire. Et nous sommes en train d'en vivre une seconde. Quelle est la première révolution qui a changé notre système agroalimentaire ? L'élevage. Le développement de l'agriculture et de l'élevage, la sédentarisation. Et donc, on s'est mis à élever des animaux. Maintenant, selon les promoteurs de cette technologie, il y a une nouvelle technologie qui est élever des cellules,
qui aurait un potentiel bien plus important en termes de production alimentaire que d'élever des animaux. Et pourquoi se priver d'une révolution aussi importante que la première? Je vous laisse méditer là-dessus, vous avez 4 heures. À titre indicatif, je suis biologiste cellulaire, donc je fais de la culture de cellules régulièrement, et ça ne me donne pas envie de la manger. Hein.